Alain Caillé, outre votre titre de professeur émérite de sociologie à l'Université de Nanterre, vous êtes directeur de la revue du MOS. MOS est un acronyme qui signifie Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales. Un acronyme en forme de clin d'œil à Marcel Mauss, qui est généralement considéré comme le père de l'anthropologie française et auquel vous faites référence dans vos ouvrages. Vous avez en effet publié un certain nombre d'ouvrages dont les participants à cette journée ont la liste dans leur dossier, dans le dossier qui vous a été remis. Je retiendrai le dernier, celui que vous avez rédigé avec Jean-Édouard Grézy, qui est également à cette tribune, et titré « La révolution du don, le management repensé à la lumière de l'anthropologie », paru aux éditions du Seuil en août dernier. Vous opposez dans vos écrits et dans vos interventions un cycle vertueux qui est celui du demander, donner, recevoir et rendre, à un cycle dangereux qui est celui d'ignorer, prendre, refuser, garder. Comment faire en sorte que, concrètement, dans la vie des entreprises, des administrations, des institutions, le cycle vertueux que vous préconisez se mette en place? Quel rôle doit jouer la confiance dans les échanges? Quel peut être l'apport de la médiation dans la construction de ce cycle vertueux du don? Alain Caillé. Je vais essayer de dire quelques mots dans les 10 minutes. Je pensais un quart d'heure, mais donc ça sera 10 minutes, sur les rapports entre don et confiance. Comment est-ce que la confiance se déclenche, se génère à partir d'une logique du don? Et un des principaux théoriciens du don, le philosophe Jacques Derrida, avec qui d'ailleurs je suis en désaccord total par ailleurs, explique dans son livre « Donner le temps » que le don premier, c'est le don du temps. Et alors après, ça pose la question de savoir qui donne le temps, qui le prend, qui le reçoit. Il est tard, je pense que tout le monde a envie d'aller assez rapidement manger, donc mon don principal sera d'essayer de ne pas parler trop longtemps. Et donc vous m'arrêterez si possible. Nous le recevrons volontiers. J'en étais sûr. Voilà. Et je voudrais commencer par quelques considérations qui feront écho à ce que disait Christian Leroux tout à l'heure. Tout à fait intéressant, très inquiétant pour l'état de la société française. Qu'il nous faut regarder en face. Est-ce qu'il y a une exception française? Le mot a été prononcé avant, bien sûr. Il y a l'exception culturelle, en tout cas on essaie de la faire passer. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai tendance à penser que oui. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il existe un certain nombre de paradoxes français. Nous connaissons la première version du French Paradox, le fait qu'en consommant beaucoup d'huile d'olive et de graisse de canard, nous avons 3 fois moins d'infarctus et de maladies cardiovasculaires que les Américains. Ça, c'est enfin une bonne nouvelle. Mais il y a aussi d'autres paradoxes. Et pour ma part, j'en retiens 3 que je trouve intéressants à évoquer ici. Le premier, c'est que vous le savez tous, la France est le pays apparemment le plus pessimiste au monde, le plus gros consommateur d'antidépresseurs, et pourtant elle reste un des pays où il fait plutôt mieux vivre qu'ailleurs, ou en tout cas un petit peu moins mal. Donc, on est subjectivement très malheureux et objectivement plutôt heureux. Non, premier paradoxe. Deuxième paradoxe, qui nous met plus au cœur du sujet de cette table ronde, qui est devenue pas ronde d'ailleurs, puisqu'on n'est plus que 2, tout le monde, enfin bon. Deuxième paradoxe, les Français sont le peuple en Europe qui accorde le plus d'importance et de valeur au travail, qui valorise le plus de travail, infiniment plus que les Allemands, qui pourtant le valorisent beaucoup plus que beaucoup d'autres peuples européens. Et pourtant, elle est le pays dans lequel on est le plus malheureux au travail. Et dans lequel les relations de travail sont particulièrement calamiteuses, pour le dire très rapidement. On a très peu de temps, j'avais rassemblé quelques chiffres. Christian Leroux en avait donné quelques-uns tout à l'heure. Mais dans des chiffres, des classements un petit peu anciens, la France apparaissait quasiment dernière en Europe pour la qualité des relations au travail, ou dans d'autres computes, elle était, je crois, 101e sur 103 pour le degré de confiance dans les relations de travail, juste avant le Venezuela et le Nigeria. Bon, voilà. Et apparemment, ça ne s'est pas amélioré depuis. Un sondage très récent de Via Voez, qui est sorti il y a un mois et demi, 2 mois,
montre que les Français considèrent tous de manière massive que l'état de confiance s'est encore dégradé depuis un an, l'état de confiance des salariés envers les clients, des salariés entre eux, etc. Bon, bref, la France n'est pas un pays de confiance. Il y a d'autres chiffres tout à fait astronomiques. Lorsqu'on demande aux Français quel est leur sentiment premier, qu'est-ce qu'ils pensent de la vie, le sentiment qui vient en premier, c'est la méfiance exprimée vis-à-vis d'autres personnes qu'on ne connaît pas, comme le rappelait très bien Christian Leroux tout à l'heure. Donc voilà un deuxième paradoxe. Nous aimons le travail, nous le valorisons, et pourtant la situation au travail est assez catastrophique. Troisième paradoxe, si c'est le cas, alors la France devrait être dans le 36e dessous, puisqu'il existe une énorme littérature depuis 20 ou 30 ans sur l'importance de la confiance dans l'efficacité économique. Vous vous rappelez les livres d'Alain Perfit, La société de confiance, les analyses de Francis Fukuyama, et puis la gigantesque littérature sur ce qu'on appelle le capital social, déployé depuis 20 ou 30 ans à la suite des travaux de Robert Putnam, sur l'importance de la confiance dans l'efficacité économique. Et encore très récemment, d'ailleurs la notion a été évoquée ce matin, des cabinets de consulting comme Ernst & Young ou la Banque mondiale tentent de mettre en place d'autres systèmes de comptabilité pour valoriser ce qu'on appelle le capital immatériel. Le capital immatériel, en disant... alors, il n'y a pas seulement la confiance, mais c'est quand même une part importante. Il y a aussi le capital naturel et puis d'autres ingrédients, mais la confiance occupe une place absolument déterminante dans tout ça. Et ce capital immatériel représente, par exemple, pour les États-Unis, 85% du patrimoine ou du capital américain au total. 85%, c'est le capital immatériel. Bon. Et dans ce capital immatériel, la confiance occupe un rôle colossal. Si on suit ces raisonnements, ce que je vous ai dit jusque-là, la France devrait être dans un état de déshérence économique absolument vertigineux. Bon, ça ne va pas très bien, mais elle reste quand même le 5e pays, la 5e puissance économique mondiale. Comment expliquer ça ? Il faudrait y réfléchir un peu sérieusement. Je pense qu'une des raisons, c'est la suivante, c'est que s'il existe un très fort degré de défiance dans les relations entre les Français, dans les relations interpersonnelles, et notamment les relations de personne à personne, entre personnes qui ne se connaissent pas encore, ou pas fondamentalement, on a vu des chiffres ce matin là-dessus. En revanche, il existe encore une assez forte confiance systémique, ce que le sociologue Anthony Giddens appelait la confiance systémique, la confiance dans tout le système institutionnel. Et d'ailleurs, c'est l'existence de cette confiance systémique qui explique que, alors que les agences de notation nous dégradent régulièrement, baissent la note de la France, et bien pourtant les marchés financiers, comme on dit, continuent à investir à des taux d'intérêt incroyablement bas, parce qu'ils pensent que la machine institutionnelle fonctionne encore. Elle se dégrade de plus en plus, Christian Leroux l'a rappelé ce matin, mais elle est encore forte. Il y a donc, on pourrait dire, la situation suivante en France, un très important manque de confiance, de ce que j'appellerais la confiance primaire, la confiance des personnes les unes envers les autres. En revanche, il subsiste une assez forte confiance, que j'appellerais la confiance secondaire, la confiance dans les institutions, dans le système institutionnel. Mais ça se dégrade considérablement. Et voilà qui pose la question qui est au cœur de la rencontre de ce matin. Comment crée-t-on de la confiance ? Pour essayer de répondre, donner quelques éléments de réponse à cette question, je vous invite à faire un tout petit détour par... C'est déjà le carton rouge ? Non. Ah bon, pardon. À faire un tout petit détour par les sociétés archaïques, ce qu'on appelle tantôt les sociétés primitives, les sociétés archaïques, etc. Moi, je préfère parler de manière générique des sociétés premières. Sociétés premières sur lesquelles, à mon avis, les analyses les plus percutantes, les plus fondamentales, ont été données par Marcel Mauss, l'héritier intellectuel d'Émile Durkheim, dans son essai sur le don, qui date de 1925, et qui nous a beaucoup inspiré, Jean-Édouard Grézy et moi-même, dans ce livre, dans lequel nous essayons d'appliquer les leçons de l'anthropologie à une réflexion sur le fonctionnement des organisations. À la fin de l'essai sur le don, Mauss a une phrase qui est au cœur de vos préoccupations. Il écrit « Lorsque deux sociétés qui s'ignoraient jusque-là », c'était possible à l'époque, on avait une densité d'un habitant au kilomètre carré, bon, tout à coup on rencontre des gens qu'on n'a jamais vus. Lorsque deux sociétés qui s'ignoraient jusque-là, elles n'ont que deux choix, dit Marcel Mauss. Soit se défier absolument, soit se confier absolument. Se défier absolument, ça veut dire continuer la guerre, ou se méfier,
ne distingue pas trop les deux, et se confier absolument. Alors là, c'est extraordinairement exigeant, car, dit Mauss, tout doit être donné, absolument. La moindre demande de l'autre doit être satisfaite. Il faut tout donner, les biens, les armes, les femmes, les enfants, tout. La moindre réticence. À l'époque, on donnait les femmes. Parce que je vois certaines femmes qui hochent de la tête. Bon, c'est comme ça. La moindre réticence à donner implique le basculement immédiat dans le registre de la guerre, de la défiance. Il faut donc, pour sortir, alors prenons les choses à l'envers, il faut donc, pour sortir du registre de la guerre, faire un pari de confiance absolue. Et il faut signifier l'existence de ce pari de confiance par un don total, un don absolument radical. Une fois que la confiance a été symbolisée, que tout le monde est persuadé que l'autre fait autant confiance qu'on lui fait confiance, à ce moment-là, le rapport social proprement dit est fondé et on peut commencer à entrer dans un autre registre. Notre registre, on peut commencer à faire circuler des cadeaux plus mesurés et commencer à faire des comptes. Et d'ailleurs, quand on regarde la littérature ethnologique, on voit bien que en permanence, nos sauvages, ou nos habitants des sociétés premières, passent leur temps à évaluer la valeur des cadeaux qui leur ont été faits. Est-ce que le coquillage est assez long? Est-ce qu'il est assez beau? Etc. Est-ce qu'on s'est foutu de ma gueule ou pas, quoi, pour le dire très, très simplement. Bien. Voilà. Donc, il y a ce double mouvement au sein du don archaïque qu'analyse Marcel Mauss, un moment d'inconditionnalité et puis après un moment de conditionnalité. Voilà. Et c'est pour ça que Mauss a du mal à désigner ce qu'il découvre, qu'il appelle tantôt le don-échange, tantôt l'échange-don, pour signifier cette double nature du don archaïque, qui est par un versant inconditionnel, et ça renvoie à nos intuitions sur le don, qui devrait être inconditionnel, et puis qui, par un autre versant, relève de l'échange, de la négociation et des médiations, d'une certaine façon. Voilà. Une fois que le système est en place, alors les dons peuvent commencer à circuler. Et ils circulent, dit Marcel Mauss, selon ce qu'il appelle une triple obligation. Ce qu'il appelle la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Et voilà la découverte absolument fondamentale de Mauss dans l'essai sur le don, l'existence de cette triple obligation. Alors, je creuse un tout petit peu. Pourquoi est-ce que cette découverte est fondamentale? Eh bien, parce qu'elle nous permet de comprendre que le rapport social ne repose pas, le rapport social premier ne repose pas sur le marché, sur l'achat et la vente. Il ne repose pas sur le troc, donnant-donnant, puisqu'on voit que le troc, il est second, en quelque sorte. Et il ne repose pas non plus sur le contrat, comme le dit Marcel Mauss. C'est fondamental de dire qu'il ne repose pas sur le contrat, puisque toute notre philosophie politique moderne, depuis Hobbes, place à l'origine des sociétés, de la démocratie, le contrat social. Non, ce n'est pas ça qui est au départ, dit Mauss, c'est ce qu'il appelle la triple obligation de donner, recevoir et rendre. À la réflexion, il nous a semblé, Jean-Édouard est venu me voir discuter à partir de cela, que dans la découverte de Mauss, il manque un quatrième temps, qui est le temps de la demande. Car en effet, si on donne quelque chose à des gens qui ne vous ont rien demandé, qui n'éprouvent aucun besoin, aucune demande et aucun désir pour ce qu'on leur offre, à ce moment-là, le cycle tourne à vide. Non. Il se trouve par ailleurs qu'il n'y a jamais de véritable adéquation entre le don et la demande. Il y a toujours une frustration, c'est ce qui explique d'ailleurs l'histoire universelle. Bon, c'est une autre histoire, l'histoire universelle, bien. Mais toujours est-il qu'à partir du moment où la société est fondée, elle est instituée à partir d'un moment premier d'inconditionnalité. On est inconditionnellement membre de cette société. Après, on peut faire les comptes. Bien. À partir du moment où la société est fondée, les dons circulent selon les 4 temps du demander, donner, recevoir et rendre. Quand ça se passe bien, quand ça ne se passe pas bien, eh bien, ce cycle vertueux, ce que vous l'avez rappelé, ce cycle vertueux du don, ce qu'on appelle le cycle symbolique, au sens étymologique du terme, symbolique, c'est ce qui réunit, c'est ce qui rassemble, ce cycle-là devient diabolique. Et au lieu de la demande, on a ignoré. Au lieu de demander, on a ignoré. Je ne vous demande rien, je vous ignore. Je n'ai rien à faire avec vous. Au lieu de donner, on a prendre. Moi, je suis là, je ne connais pas vos affaires, moi, je me sers. Voilà. Au lieu de recevoir, je refuse, je ne veux rien recevoir de vous, je ne veux pas être en dette avec vous. Et au lieu de rendre, eh bien, on garde. Donc on voit bien 2 cycles entrecroisés qui peuvent basculer l'un dans l'autre à tout moment. Le cycle positif du demander, donner, recevoir, rendre, ou le cycle diabolique négatif du ignorer,
il faut que je m'entraîne encore un petit peu, ignorer, prendre, refuser, garder. Voilà. Et on a là, en quelque sorte, ce qu'on pourrait appeler la double hélice du don, le code génétique, en quelque sorte, des sociétés. Lorsque les choses marchent bien, lorsque le cycle symbolique domine le cycle diabolique, à ce moment-là, on entre dans ce que mon ami Jacques Godbout appelle une situation d'endettement mutuel positif. Endettement mutuel positif, chacun a l'impression de recevoir plus des autres qu'il ne donne. Voilà. Et chacun se sent endetté vis-à-vis des autres. Voilà. Évidemment, c'est le contraire en cas de domination du cycle diabolique. Chacun a l'impression de tout donner que personne qu'on lui prend et qui n'en sera. Et puis, c'est encore un troisième cas de figure par rapport à l'état moyen du contrat généralisé où chacun essaie de compter en permanence qu'est-ce qu'il donne, qu'est-ce qu'il reçoit, quel avantage il retire à la relation. Bien. Il me reste combien de temps ? 2 minutes. Bien. Alors, je prends 1 minute 30 pour donner un petit exemple pédagogique. Nous plaçons dans un premier chapitre du livre qui, je trouve est éclairant. Pour qu'une organisation marche bien, vous l'avez compris, il faut évidemment que la confiance règne, mais la confiance règne parce qu'elle est alimentée par le cycle du demander, donner, recevoir, rendre. C'est ce qu'on voit très bien, par exemple, dans le cas d'une équipe de football. Prenez par exemple l'Allemagne, lors du dernier championnat du monde. Ça a marché magnifiquement comme illustration de ce qu'on veut dire. Pour qu'une équipe marche bien, il faut que les joueurs fassent des appels. Il faut qu'ils demandent la balle. Il y a un moment de la demande. Il faut que quelqu'un réponde à l'appel. Il faut donner le ballon, faire une passe, plus ou moins bien. Et puis, il faut savoir recevoir le ballon, faire un contrôle. Il ne faut pas recevoir ça n'importe comment. Et puis, il faut évidemment savoir le rendre, ne pas jouer perso. Et il faut savoir faire ça au bon moment, à la bonne personne, de la bonne manière. Voilà, c'est ça qu'on essaie de détailler dans le livre. Comment bien demander, comment bien donner, comment bien recevoir, comment bien rendre. C'est vrai que l'Allemagne était formidable pour ça, parce qu'on sentait une confiance entre les joueurs, parfaitement rodée, et puis c'est vrai de la société allemande actuellement. Le cycle marche bien parce que ce cycle du demander, donner, recevoir, rendre, il est le gradimètre, l'indicateur de la confiance que les joueurs s'accordent les uns aux autres, et puis qu'ils accordent à leur entraîneur, à leur équipe, au pays, etc. etc. Bien, je conclus dans les 30 secondes qu'il me reste. J'avais prévu une belle conclusion. Ben oui, voilà. Ma conclusion, c'est que, bien évidemment, votre travail à vous, les médiateurs, c'est de rétablir la communication entre ce que j'appelais tout à l'heure la confiance primaire et la confiance secondaire. Et de rétablir cette communication en faisant jouer ces mécanismes et ces ressorts du don. Ça, c'est vrai au niveau des organisations, au niveau des entreprises. Mais on le voit bien, la France est atteinte d'un mal plus profond que celui qui touche pourtant toutes nos entreprises, les organisations, nos administrations. Le manque de confiance, il n'existe pas seulement au sein des entreprises, il existe au sein de la société française dans son ensemble. Et c'est un manque de confiance dans le politique. Le politique qu'on peut envisager comme une série, un ensemble de relations de personne à personne généralisées, en quelque sorte. Les politiques sont là pour incarner à un plus grand degré des relations de personne à personne. Qu'est-ce qui génère cette crise du politique en France? Alors, vaste sujet qui nous prendrait également une journée entière, voire plus davantage si on le voulait. Mais je pense qu'un des éléments fondamentaux de la réponse, c'est le suivant. La France est la nation politique par excellence. Je pourrais expliquer pourquoi historiquement. C'est-à-dire la France vit de la politique, du rapport à son État. La politique y joue un rôle beaucoup plus important que partout ailleurs. Or, nous le voyons bien, les fondements doctrinaux de la politique se révèlent de plus en plus insuffisants par rapport aux problèmes actuels. Pour faire très, très schématiquement, nous voyons s'opposer depuis à peu près 2 siècles 2 grands ensembles doctrinaux. Le libéralisme d'une part, qui, pour aller très vite, mise principalement sur les énergies du marché, et puis de l'autre, le socialisme ou ses variantes qui misent principalement sur la puissance de l'État. Or, ces 2 doctrines, ou idéologies politiques, comme vous voudrez, philosophie politique, sont désormais insuffisantes pour penser les problèmes que nous avons affrontés. Et elles sont insuffisantes notamment pour imaginer, je conclus là-dessus, pour imaginer les contours de ce qui sera nécessairement une société,
alors comment le dire sans susciter des contresens? Une société, je dirais, post-croissantiste. Plus exactement, une société dans laquelle nous ne connaîtrons plus de fort taux de croissance. Les forts taux de croissance du PIB qui avaient permis d'acheter la paix sociale pendant 50 ans, fondamentalement. Ces forts taux de croissance ne reviendront pas pour des raisons structurelles et de toute façon, ils sont écologiquement insoutenables à terme. Il nous faut donc inventer un autre type de société, une société post-croissantiste. Eh bien, je vais me faire un petit peu de publicité, de bonne aloi. C'est cette société qui essaye d'esquisser un texte signé par 64 intellectuels bien connus, qui s'appelle le Manifeste convivialiste, qui est paru il y a 1 an et demi, 2 ans, et que je vous invite à consulter. Vous pouvez le consulter sur www.lesconvivialistes.fr. Et je vous remercie de votre attention. Et donc, je vais me tourner vers Jean-Édouard Grésy. Jean-Édouard, alors tu es, beaucoup de ceux qui sont ici présents le savent, juriste de formation, docteur en droit pour être précis. Tu t'intéresses évidemment à l'anthropologie, mais tu es aussi médiateur et tu accompagnes les organisations dans la conduite de leurs négociations à travers une société que tu présides qui s'appelle Alternego. Je t'ai cité tout à l'heure comme co-auteur de La Révolution du don et j'ai toujours, moi, sur ma table de travail, comme avant de me lancer personnellement dans une médiation ou dans une intervention en entreprise, j'ai un de tes ouvrages qui est intitulé « Gérer les ingérables ». Et moi, je l'aurais volontiers sous-titré à la manière gaullienne « Gérer les ingérables, vaste programme ». Ceci pour dire que tes écrits guident souvent plus d'un médiateur et que c'est en connaisseur de ton esprit de synthèse que je t'ai réservé la difficile tâche de conclure cette matinée par ton intervention. Jean-Édouard, tu as la parole. Merci. Alors, effectivement, je vais essayer de... Je tenais à excuser Laurence Vanet qui n'a pas pu rester puisqu'on a un peu débordé le temps. Donc, vous pourrez la retrouver sur YouTube. Elle fait une très belle intervention pour expliquer comment est-ce qu'elle a pu libérer le ministère belge des Affaires sociales. Elle est DRH de l'année 2012. Comment est-ce qu'une organisation belge qui, au moment où elle arrive, n'arrive plus à recruter alors qu'il propose des postes de fonctionnaires avec une certaine sécurité de l'emploi dans un contexte de crise économique. Comment est-ce que, après tout le mouvement de libération qu'elle a entrepris dans ce ministère, elle a augmenté de plus de 500% les candidatures, de plus de 20% la productivité et de plus de 80% à peu près, je crois, le sentiment de fierté d'appartenance et de bonheur au travail. Du coup, elle a lancé tout un mouvement Happy RH qui est assez passionnant. Je vous invite aussi à regarder la vidéo de Jean-François Zobrist, qui lui est français. Et c'est intéressant parce que c'est un autre point de vue. Lui, c'est un patron qui a dirigé l'entreprise Favi et qui est à l'origine de tout un mouvement en France qui s'appelle l'entreprise libérée par la confiance. Donc c'est vraiment dans le thème de notre journée. Une fonderie picarde. Comment est-ce que en remaniant un peu l'organisation du travail, comment est-ce qu'en rendant les ouvriers acteurs et responsables de leur vie et de leur projet, comment les organiser en mini-usines, comment faire en sorte que cette entreprise qui est dans un contexte concurrentiel extrême, puisque c'est un sous-traitant dans l'automobile, a pu survivre et même se déployer, générer de l'innovation, du progrès et un niveau d'adonnement, c'est-à-dire de dons et de contre-dons, assez exemplaire pour inspirer aujourd'hui bon nombre d'entreprises en France, notamment dans les PME. Et ça commence à gagner des plus grosses. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le don et le contre-don, naturellement, sur tout ce sujet qui est à l'origine de la confiance. Avec Alain, on a essayé aussi ce qui me passionnait aussi au départ, c'est le rapport avec le conflit. Et en tant que médiateur, j'ai pu observer que le conflit froid, le conflit latent est ce qui se développe le plus largement dans les organisations françaises. Je cite souvent Crozier qui disait qu'une des caractéristiques du management à la française, c'est l'évitement des relations de face à face et la fuite face au conflit. Et toute cette dimension du conflit froid, justement, à mon sens, a un rapport très fort avec le système du don et du contre-don quand ça ne marche pas, c'est-à-dire la dimension vicieuse que citait Alain tout à l'heure. Et du coup, on a essayé de distinguer
quels sont les différents registres décisionnels dans une organisation. Qu'est-ce qui fait que les choses se font, tout simplement, ou ne se font pas? Et on a essayé de serrer, c'est quatre niveaux de registre décisionnel, je vous dis ça rapidement. Le premier, qui est le rapport de force, naturellement, pour faire en sorte que les choses soient faites, il suffit entre guillemets d'avoir le pouvoir hiérarchique ou le rapport de force économique pour imposer à l'autre qu'il se conforme à nos vœux, à nos attentes. Avec toutes les dérives, quand on en arrive au conflit, c'est que le rapport de force peut dégénérer en violence de tous contre tous, et d'où l'importance d'un deuxième registre décisionnel qu'on retrouve dans toutes les organisations et dans notre société. On en a beaucoup parlé ce matin, le droit, les règles du jeu qui visent à suppléer au rapport de force un rapport de droit distancié, sortir du rapport de double quand on en arrive à la violence dans le conflit, transformer le conflit en matière à procès, c'est-à-dire en litige. Et effectivement, on a vu une inflation au niveau de notre société de ce point de vue-là, avec un encombrement des tribunaux. Le troisième niveau, troisième registre décisionnel que l'on connaît tous, c'est tout simplement comment rendre les acteurs responsables de ce qu'ils font, les rendre responsables de la solution qu'ils trouvent, que je propose d'appeler au sens le plus large possible la négociation. Et la négociation diffère de la médiation, mais la négociation au sens de système de décision conjointe. Comment arriver tout simplement à se mettre d'accord, à définir un terrain d'entente. À deux, à plusieurs, de manière collective, avec ou non l'aide d'un tiers, comment arriver à se mettre d'accord. Le principe de ce registre, c'est que normalement, il n'y a pas de concession sans contrepartie. Quand vous enseignez la négociation, quand vous vous formez à la négociation, c'est le principe d'un protocole d'accord, c'est même écrit dans le droit, dans une transaction, il y a des concessions réciproques. D'accord ? Normalement, à l'issue d'une médiation réussie, je sais qui fait quoi, quand, où. Il y a une phase de clôture de l'accord. Et ça marche très bien comme ça. Sauf que vous avez tous pu remarquer que si vous rentrez chez vous le soir et que vous dites à votre conjoint « Écoute, je veux bien faire la cuisine, mais qu'est-ce que tu as prévu en échange ?» Si vous dites à un enfant qui vient vers vous en vous disant « Est-ce que tu m'aimes ? Je veux bien t'aimer, mais est-ce que tu as rangé ta chambre ?» Et si vous dites à un collègue demain « Écoute, je veux bien t'aider, mais qu'est-ce que j'y gagne ?» vous risquez de vous retrouver seul. Et c'est ce quatrième registre décisionnel qui nous passionne, puisque Alain parlait d'inconditionnel. Et c'est vrai, c'est un registre qui se refuse à conditionner notre estime, notre affection, notre confiance, notre amour au fait que l'autre se conforme à nos vœux. Et c'est pour ça que la dimension du don est au cœur de la confiance. C'est un véritable pari de confiance, car quand je donne, je ne sais pas si on me rendra déjà, donc c'est quand même un vrai pari, et si on me rend, je ne sais pas qui le fera, quand il le fera, ni même ce qu'il me rendra. Pour autant, j'attends quand même quelque chose en retour, au moins un peu de gratitude, et c'est un vrai problème dans les organisations, puisque plus de 2/3 des cadres en France souffrent d'un manque de reconnaissance, car on confond trop souvent reconnaissance matérielle et reconnaissance immatérielle, c'est-à-dire comment valoriser tout cet adonnement, toute cette énergie, c'est-à-dire tout ce qu'on fait alors que parfois on ne le demande même pas. Alors, ce qui est compliqué, c'est que le don peut être effectivement extrêmement vertueux. Alain parlait d'endettement mutuel positif. Effectivement, je rentre le soir, je ne négocie rien, je donne. Il se trouve que j'ai 4 enfants, j'ai pas le choix, ça me permet de gagner du temps, je donne. Ma femme donne. On couche les enfants, on s'effondre sur les canapés, on se dit qu'est-ce qu'on s'est donné, On n'a plus besoin de compter, on ne sait pas qui est créditeur, qui est débiteur, on s'en sort comme ça, c'est génial, c'est la confiance. Effectivement, la confiance, ça reste quelque chose de fragile, puisque s'il y en a un qui s'appuie trop sur l'autre, qui profite un peu trop du système, c'est là qu'il va falloir changer de registre. Et on s'aperçoit que les gens ne le font pas toujours. C'est-à-dire que quand je pose cette question dans les entreprises, par exemple, je dis, mais qu'est-ce que vous faites si on ne vous donne pas ce que vous avez demandé ? J'entends souvent, je boude, je suis frustré, je me dis, celui-là, il peut toujours courir, j'en pense pas moins, etc. Maintenant, je lui donnerai plus rien, etc. Et ça, c'est hallucinant parce que ça veut dire qu'on rentre dans du conflit froid
Alors que si vous reprenez l'échelle décisionnelle que je vous propose au départ, et ça les enfants savent beaucoup mieux le faire que les adultes, quand on leur dit non, ils disent pourquoi non, hein? C'est-à-dire qu'ils disent chic, je vais changer de registre décisionnel, on va passer du don à la négociation. Pourquoi non? Et une fois qu'ils ont compris mes besoins, mes intérêts, ils basculent en mode « et si ?» Dès l'âge de 5 ans, ils ont 98 idées par jour. Et si on faisait ça, et si on faisait ça, et si on faisait ça, pour atteindre leur objectif. Évidemment, j'idéalise un peu le monde de l'enfance, mais vous voyez bien que savoir passer d'un registre à l'autre, du don à la négociation au moment opportun, c'est quelque chose d'absolument essentiel dans nos relations aux autres, c'est-à-dire sortir du conflit froid pour expliciter ce qui est censé transiter entre nous de manière informelle. Je vais m'arrêter là parce que le temps nous est compté. Simplement, cette dimension, effectivement, a une relation extrêmement forte avec notre sujet en tant que médiateur, puisqu'on le voit dans les conflits, notamment conjugaux. Hein, quand on s'aime, on ne compte pas. Et en médiation, on règle les comptes. D'accord ? C'est-à-dire que tous ces dons qui ont été accumulés avec des incompréhensions terribles. Je pensais encore à Florence Salzer qui me donnait encore un exemple dernièrement. Une femme qui disait à son mari « Ouais, mais tu m'as jamais fait ça. » Et le mari qui disait « Mais tu me l'as jamais demandé. »« Bah oui, mais tu devrais deviner. »« Bah oui, mais... » C'est-à-dire toutes ces incompréhensions, toutes ces dimensions de conflit froid qui méritent explicitation dans nos relations quotidiennes. Voilà. Et puis après, effectivement, sur YouTube, vous retrouverez aussi... une autre vidéo qui est assez extraordinaire de François Dupuis, qui est sociologue et héritier de Crozier, qui explique que, quelque part, on a tué aussi dans certaines organisations cet adonnement, cette dimension informelle du travail, par trop de règles, par une dimension trop formaliste, car tout ce dont on parle, c'est un écosystème fragile. C'est pour ça qu'on est dans une dimension d'oralité, on est dans une dimension qui nécessite une autonomie, une liberté pour le faire, et quand on ne l'a pas, on n'a plus envie ni la capacité de le faire. Je vous remercie. Je suis Jean-Yves Mabille, je suis médiateur salarié à la Poste, dans une région un peu lointaine, puisque c'est dans les Pyrénées. Je dois dire avant tout que je suis en pleine lecture de votre ouvrage, et que je vous remercie très sincèrement de tout ce que vous apportez dans cette 4e dimension, qui est le demander. Aujourd'hui, tous les contacts que je peux avoir dans le monde de l'entreprise, de la mienne, mais aussi d'autres, c'est que le monde de l'entreprise, c'est le monde de l'exigence. Et le monde de l'exigence, c'est le contraire du monde de la confiance. On exige de l'entreprise exige des salariés, et on ne se demande rien. Et aujourd'hui, c'est vraiment ces travaux sont capitaux, à mon sens. La question, cependant, peut-être elle pris pour une boutade. Aujourd'hui, quelle est l'ambition de sortir de cette exigence? Comment peut-on le faire? Est-ce qu'il va falloir contraindre le monde de l'entreprise à savoir demander? Dans le livre, on a repris les 4 étapes: demander, donner, recevoir, rendre, en montrant les écueils à chaque étape. Et puis on a essayé d'illustrer avec des exemples d'entreprises qui ont donné lieu à des dinosaures. Des dinosaures, parce qu'effectivement, le fait de ne pas savoir demander, le fait d'exiger, comme vous le dites, c'est ce qu'on a appelé Tyrannodon Rex. Hein, c'est la vision un peu Louis XIVe du management. Je demande, j'exige. Hein, je fais claquer les galons. Effectivement, demander n'est pas exiger. Et ce qui est extraordinaire, c'est que combien de temps ont passé nos parents, et pour ceux qui ont des enfants, combien de temps vous avez passé à apprendre le mot magique. Et effectivement, on s'aperçoit que dans certaines organisations, il faut redonner une certaine éducation à certains managers pour qu'ils réapprennent à demander avec l'autonomie que ça comporte. Sinon, ce n'est pas du registre du don, mais de l'ordre. Et vous avez, c'est très ancien, tout le monde le sait, c'est ça qui est fou, c'est vraiment du bon sens. Vous avez une femme qui est absolument remarquable, qui s'appelle Mary Parker Follett, qui est contemporaine de Mauss,
Ces écrits ont été réédités sous le terme Mary Parker Follett, Prophet of Management, rien que ça. Et en 1929, je crois, elle intervient sur une grève de mineurs extrêmement dure en Angleterre, donc c'est pas que chez nous. Et quand elle va voir les mineurs, il y a un représentant du personnel qui dit « Nous, on ne supporte plus le pouvoir sûr. On accepte de faire ce qui nous est demandé quelque part quand on comprend. On accepte le pouvoir avec. Ce qui est insupportable, c'est pas de faire ce qui nous est demandé. C'est la manière dont on nous le demande. » Ces mineurs disaient, on ne se sent pas considérés comme des semblables, mais utilisés comme des objets. On nous dit, va faire ci, va faire ça, on ne sait même pas pourquoi on doit le faire. S'il faut étayer la mine et qu'elle risque de s'effondrer, évidemment qu'on va le faire. Mais on connaît la taille des boyaux, on sait aussi on doit y aller à 3, à 6, si on met du bois, du fer. Vous avez tout à fait raison, à tel point qu'on est au cœur aussi de la qualité de vie au travail. Si vous reprenez les travaux d'Yves Clos sur le travail à cœur, il dit que pour en finir avec les risques psychosociaux, il faut pouvoir réintroduire une disputation dans les organisations. Juste pouvoir dire non, je ne suis pas d'accord parce que tel... Il donne un exemple très simple. Je suis charpentier. Les charpentiers, pour faire une toiture, ils commencent par se mettre d'accord sur la manière de le faire. Et tant qu'ils ne sont pas d'accord, tant qu'ils considèrent qu'il y a trop de danger ou que la toiture est branlante, jamais ils vont le faire. Et ils peuvent s'engueuler copieusement jusqu'à trouver un terrain d'entente. Mais aujourd'hui, on en arrive dans certaines organisations, et je vous rejoins, mais plutôt dans les grosses, dans les TPE, PME, ça se passe plutôt mieux, parce que le bon sens se perd moins, à dire, tu vas faire la toiture comme ça. L'autre, il dit, non, elle est branlante, je m'en fous, tu fais comme ça. Et alors, le problème, c'est que la personne qui va faire une toiture branlante, s'il a son travail à cœur, et c'est souvent notre cas, si c'est un charpentier qui a l'amour du travail bien fait, évidemment, il en souffre, car en dégradant l'idée qui se fait du travail bien fait, il dégrade aussi son identité, l'image qu'il se donne de lui-même. D'accord ? Donc c'est au cœur même, effectivement, de la réflexion sur le travail et sur la performance sociale d'une organisation, mais aussi sa performance économique, parce que tout découle de là aussi. Merci, effectivement, Jean-Édouard, parce qu'on voit très bien dans les risques psychosociaux le fait que celui qui vous dit « il faut faire comme ci », ou il faut faire comme ça, il est même plus en face de vous. Il est très loin, de plus en plus loin, où il est impersonnel. Le siège, l'organisation, voilà. Il n'y a plus d'interlocuteur en face et effectivement, ça aggrave. Donc, le demander, la façon de demander, la façon d'ordonner, elle devient de plus en plus difficile à gérer, surtout dans les grandes entités. Alain Caillé. Oui, je voulais dire quelques mots en réponse à votre deuxième question, enfin à votre question proprement dite d'ailleurs. En plus, je vous remercie pour vos commentaires, j'étais très sensible à votre réception du livre. Mais vous demandez à la fin s'il ne faudrait pas contraindre les entreprises pour les amener à faire respecter un ensemble de règles. Alors, vous êtes dans une entreprise qui est quand même très dure, actuellement à la Poste. Il y a eu les premiers exemples de gestion par le stress, quand même, fondamentalement, avec de grandes tentatives de décourager un certain nombre de salariés. Donc, ce n'est pas un univers totalement agréable. Alors, contraindre les entreprises, bien sûr, il faut énoncer un certain nombre de règles, mais je pense que le problème se pose un petit peu en amont. Et on le voyait très bien dans l'intervention de Christian Leroux. La société française, c'est ce que j'ai essayé de dire en conclusion, est déboussolée par sa perte de repères idéologiques généraux. Et je pense que nous avons tous à inventer de nouvelles valeurs qui peuvent être partageables par une bonne partie des salariés ou de ceux qui sont actuellement exclus, et je pense par une bonne partie du patronat. En tout cas, c'est mon pari. Et qu'est-ce qu'il s'agit de faire ? Il s'agit de recréer ce que l'essayiste, écrivain, philosophe George Orwell appelait un sentiment de décence commune, un sentiment de décence partagée. Voilà. Et ça passe par un travail très, très ample de toute la société, ce que j'appelle la société civique, qui a pour tâche de se réinventer, de réinventer les nouveaux cadres de l'existence commune, avec une exigence de décence commune partageable. Et qui, bien sûr, ce sentiment de décence commune, c'est tout simplement l'expression de ce qu'on peut appeler l'esprit du don.